La question de la lutte contre les exclusions, et plus précisément contre la pauvreté et ou précarité, passe également par la question de l'inclusion financière et donc des ressources monétaires. Il devient impératif de tenir compte de la dimension d'un accompagnement global budgétaire de la personne, avec une réelle articulation dépenses-ressources et non seulement dans une logique de guichet avec des aides sociales très ponctuelles. Cet aspect est indissociable de l'analyse du reste à vivre qui est devenu dans une étude récente le reste pour vivre. Celui-ci est un indicateur clé du niveau de vie d'un foyer, notamment pour évaluer sa capacité d'endettement. Il est ce dont le foyer dispose pour vivre un mois quand il a payé ses charges fixes. L'analyse du reste pour vivre dans une étude récente met en évidence plusieurs phénomènes. Premier phénomène, des ressources de ménages à revenus modestes de plus en plus faibles et de plus en plus instables, avec quelques indicateurs suivants. Le RMI RSA socle a décroché par rapport au SMIC, un décalage de 2 ans pour le calcul de certaines prestations sociales, une érosion du caractère protecteur des aides au logement, des aides sociales facultatives pas toujours coordonnées sur un territoire et des associations qui arrivent tout au bout de la chaîne. 437 millions de repas sont distribués chaque année à 3,4 millions de personnes en France, toutes associations confondues. Deuxième phénomène, des situations de surendettement en augmentation, mais peu de ménages ayant recours à la commission de surendettement. Troisième phénomène, une impossible équation budgétaire avec des difficultés de la dynamique budgétaire et bancaire, des frais d'incidents bancaires en cascade, un manque de conseils objectifs et d'accompagnement sur les sujets budgétaires et bancaires, et de plus en plus de ménages ont des difficultés à boucler leur budget. Or, ceux qui ont des difficultés aujourd'hui à épargner, à se constituer un patrimoine ou à souscrire des assurances, seront des retraités pauvres demain et leurs enfants risquent à leur tour d'être exposés à la pauvreté. La dignité passe par le fait d'avoir un travail, un logement, mais aussi par le fait de pouvoir exercer des choix budgétaires non contraints. Notons que la pauvreté est plus prégnante en zone urbaine sensible. En 2010, la part des personnes vivant sous le seuil de pauvreté, 964 € mensuels, y est de 36,1%, un taux 3 fois plus élevé que celui de leurs agglomérations. Le concept de pauvreté prend en compte, au-delà du seul revenu fiscal, les effets redistributifs des impôts et des prestations sociales. Au-delà de la pauvreté au sens monétaire, on peut également s'intéresser aux bénéficiaires des dispositifs soumis à des conditions de ressources. Ces derniers sont en effet surreprésentés dans ces quartiers. En zone urbaine sensible, en 2011, la couverture maladie universelle complémentaire bénéficie à un assuré ou ayant droit sur 5, soit 2,4 fois plus que sur d'autres territoires. Parmi les allocataires des caisses d'allocation familiale résidant en zone urbaine sensible en 2011, 30% bénéficient du revenu de solidarité active et 74% perçoivent une aide au logement contre 19% et 60% respectivement de ceux résidant dans les agglomérations abritant ces zones urbaines sensibles. Pour plus d'1 sur 5, 22% d'entre eux, les ressources sont constituées intégralement de prestations versées par les CAF, la part étant de 14% dans les agglomérations abritant les zones urbaines sensibles. À l'heure de la redéfinition de la géographie prioritaire de la politique de la ville, il est important de souligner les disparités entre zones urbaines sensibles en termes de revenus et de pauvreté, tout en s'interrogeant sur le concept de pauvreté lui-même.